Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il fait beau ici au Québec, mais on s'en va quand même vers une destination polaire qui est le Svalbard. Est-ce que je l'ai bien dit, Jonathan? Oui, c'est juste, c'est correct. Bon, parfait. Alors, je vous présente d'abord Nathalie, qui est la directrice de l'entreprise avec laquelle on travaille. Et ensuite, Jonathan vous fera une superbe présentation sur cette destination. Nathalie, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors d'abord, Denise, merci beaucoup de nous accueillir pour ce petit webinaire. Alors moi, je m'appelle Nathalie et je travaille pour une compagnie de croisière qui est franco-suisse et qui est un petit peu particulière. C'est pas une énorme compagnie, c'est une compagnie qui a été fondée par un passionné, par quelqu'un qui est toujours à la tête de l'entreprise aujourd'hui. Et il l'a fondé il y a plus de 23 ans. C'était pas un businessman, c'était pas un spécialiste des voyages, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, un scientifique, un chercheur, un professeur d'université qui s'est spécialisé dans la faune et puis d'abord les oiseaux, puis ensuite les ours polaires. Et ça l'a amené à faire plusieurs expéditions en Arctique, en Antarctique. Et puis très très vite, s'est posé la question de ces animaux, il va falloir les protéger. C'était une époque où on ne parlait pas du tout encore de réchauffement climatique, de protection de la nature, mais il y a très très tôt eu cette urgence euh, ils sont en danger. Nos modes de vie ne permettent pas la pérennité de ces espèces. Et comment moi, en tant que personne, je vais pouvoir agir sur l'environnement pour protéger ces animaux. Et, et alors, il s'est dit, comment les protéger? On protège qu'on aime et on aime que ce qu'on connaît. Et alors, c'est là qu'est née l'idée de emmener des gens comme vous, comme moi, sur place, là-bas, dans des milieux qui sont très rudes, qui sont exceptionnels, pour leur faire découvrir la majesté, la beauté de ces paysages, la fragilité aussi, et puis ces animaux, surtout l'ours. Et bien, tous ces passagers se sont devenus au fil des années les ambassadeurs de la banquise de l'ours. Et aujourd'hui encore, on est une petite entreprise, on est 15, et passionnément, chacun à sa manière, on est des ambassadeurs et on peut résumer un petit peu l'entreprise en 3 points. On ne voyage absolument que sur des tout petits bateaux. Voilà, la plupart de nos bateaux, ils font 12 passagers. Le plus grand, 72, parce que des fois, il faut pouvoir naviguer un petit peu plus longtemps. Et ces petits bateaux, ils ont un avantage, c'est qu'ils laissent moins de traces sur l'environnement. Et puis aussi, qui permettent d'être très, très flexibles. Donc, le voyage, c'est... Le but de la croisière, c'est pas la croisière. C'est pas la croisière s'amuse, si on peut s'amuser. C'est vraiment de vivre l'instant à 400%. C'est-à-dire, on va voir des baleines, hop, on va surveiller les baleines. On sait que le front de glace, il est un petit peu plus loin ou un petit peu plus près que prévu. On va aller un petit peu plus loin ou un petit peu plus près pour aller voir le front de glace. On va aussi, on nous annonce un ours, même s'il est 1h du matin, parce qu'il fait jour 24 heures sur 24 quand on voyage, 1h du matin, on n'est pas sympa, on va vous réveiller, puis on va vous inviter à venir voir sur le pont la maman ours avec son ourson parce que c'est quelque chose qu'on voit qu'une fois dans sa vie et il y a une émotion énorme. Donc des petits bateaux, des guides, des chefs d'expédition qui sont des spécialistes, des scientifiques. Vous allez entendre Jonathan, vous allez comprendre en fait. Voilà, c'est des personnes qui ont séjourné sur la banquise, qui ont étudié, ça va du plancton à la glace. Ils vont vous parler géopolitique. Vous allez être immergé dans ce monde complètement pendant des jours.
Et puis, alors, quelque chose qui va vous parler à vous, nos amis du Québec, eh ben, c'est un voyage, c'est des voyages où on parle français parce que nous ne mélangeons pas les langues à bord. Euh, votre voyage, il sera 100% francophone avec des guides francophones et un encadrement francophone. Voilà. Puis alors, moi, je vais arrêter de parler parce que mine de rien, je suis qu'une commerciale et je vais laisser Jonathan, qui est le vrai spécialiste, vous faire rêver quelques instants. Merci Nathalie. Merci Nathalie qui est passionnée. Elle parlait de son patron qui est passionné, mais toi aussi, tu es une passionnée. Et je vous présente notre guide passionné, Jonathan. Alors, Jonathan est un jeune homme franco-italien. Jonathan, à l'âge de 24 ans, a fait une première expérience en Antarctique en tant que chercheur sur la base française du Mont d'Urville, où il était chargé, entre autres, de mesurer la couche d'ozone et des taux d'UV. Quelques années plus tard, il fit un second hivernage sur la base Concordia, la seule base internationale d'Antarctique, située dans la partie la plus froide de la planète. Imaginez 14 mois, en été, moins 25 et en hiver, moins 84. On dit chez nous, au Québec, il fait froid, mais je pense que Jonathan sait de quoi ça retourne le froid. À Concordia, Jonathan occupait le poste d'opérateur radio responsable des télécommunications et de l'instrumentation géophysique. C'est à son tour qu'il commença à travailler à bord des bateaux de croisière. Alors, Jonathan, je vous le présente, c'est quelqu'un qui est passionné, authentique. Je pense que ça va vous plaire, la présentation. C'est magnifique, les photos qu'il va vous présenter. Alors, Jonathan, je te laisse la parole et fais-nous rêver. Merci beaucoup, Denise, pour cette présentation. Alors, on va partir un petit peu de l'endroit où vous êtes actuellement. Je vais essayer de partager mon écran pour étudier les cartes. Alors, on va commencer par ça. Voilà. On reconnaît la carte de l'Amérique du Nord. Si je ne me trompe pas, ça doit être à peu près l'endroit où vous êtes actuellement. Le Québec, et puis l'archipel du Svalbard, c'est par là, à peu près à 5000 km de Québec. Alors, ça fait 6 heures de vol en vol direct. Moi, je ne pense pas qu'il y ait de vol direct, mais ça peut s'organiser avec des vols charter. Hein, ça, c'est vous qui voyez. Alors, sur cette vue un peu originale, centrée sur le pôle nord géographique, qui doit être quelque part par là, par 4000 mètres de fond, eh bien, on voit la région arctique. Donc, l'Arctique, eh bien, c'est l'endroit où se situe le Svalbard, qui est ici. L'Arctique, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un océan, ici, entouré de terre. Ce n'est pas un continent ni quelque chose délimité par des frontières politiques, des frontières, je dirais, physiques, naturelles, comme des rivières ou des côtes. Donc, on va y retrouver plusieurs pays qui bordent cet océan qui est gelé une grande partie de l'année. On va voir le Groenland qui est administré par le Danemark. On a l'Arctique canadien, bien entendu, avec les territoires du Nunavut. On a l'Alaska, qui est en fait une partie des États-Unis. Et tout ça, c'est la Russie, avec quelques archipels russes. On a bien entendu un petit peu le nord de l'Europe et le nord de l'Islande. Et l'archipel du Svalbard. L'Arctique, on peut dire en gros que c'est la zone qui va jusqu'au cercle polaire. C'est une définition. Ça peut être la limite des arbres, c'est une autre définition que les géographes et les biologistes, par exemple, peuvent utiliser. Alors, sur cette vue centrée sur l'archipel du Svalbard, voilà, je mets le nord en haut, comme c'est l'habitude sur les cartes. Voilà, c'est à peu près en haut. Eh bien, on voit cet archipel. Alors, on l'appelle archipel du Svalbard, on l'appelle aussi Spitzberg, qui est en réalité le nom de la grande île. Je ne vais pas m'étaler sur la différence subtile entre les deux mots. Hein. On pourra faire ça durant une conférence bien cadrée ensemble à bord de nos navires. Alors, c'est un archipel qui se situe au nord de la Norvège, qui est un archipel en réalité international, géré par le traité du Spitzberg, appelé aussi le traité du Svalbard. Et cet archipel, eh bien, il est géré par la Norvège, c'est-à-dire qu'on va retrouver la monnaie norvégienne, on va retrouver l'administration, la police norvégienne. Mais nous, bien, on peut y aller tout simplement muni d'un passeport. Donc, le Canada fait partie du traité du Svalbard, ainsi que pour nos autres amis francophones, la Belgique, la France et la Suisse font également partie de ce traité. Donc, en fait, on peut aller là-bas juste avec un passeport.
Alors, cet archipel a une situation extrêmement particulière. Pour comprendre ça, il faut voir cette carte que vous avez rapidement aperçue avec plein de couleurs. Donc, cette carte, en fait, représente la température des eaux, donc des océans, des mers, des lacs, des rivières. Et la chose qui est assez surprenante, c'est de voir la répartition de cette température. Alors, on voit ici en bas à peu près l'échelle. Hein. Donc, c'est bleu pour froid et puis rouge pour chaud. Alors, si par exemple on est au Québec, par là, on réalise que se baigner en ce moment, ce n'est pas une super idée, parce qu'elle est assez froide, l'eau, alors qu'à la même latitude, si on va vers l'est, on va arriver dans le golfe de Gascogne, entre l'Espagne et la France, on gagne presque 10 degrés. Et ça s'explique par le fait qu'à l'ouest, dans l'Atlantique ouest, eh bien, on a un courant qui vient du nord, qui lèche les côtes groenlandaises par l'ouest, qui redescend le long de Newfoundland, qui va en Nouvelle-Écosse, et dans cette baie ici, on trouve les îles de la Madeleine. Et les eaux en fait froides et les eaux chaudes ne se mélangent pas facilement. Hein. Si on fait un zoom sur cet endroit, on se rend compte qu'il y a plein de tourbillons. En effet, les eaux froides et chaudes ont des propriétés de salinité, de température et donc de densité différentes et ne se mélangent pas très bien. Et donc ici, on va avoir un courant chaud, qui est le courant des Bahamas, qui va remonter, lécher un petit peu les côtes du Canada en s'éloignant, en remontant au milieu de l'Atlantique et vont venir vers la France, la Grande-Bretagne et puis l'archipel du Svalbard. C'est pour ça qu'en fait, on explique cette différence de température entre le Québec et la France et l'Espagne qui a un climat beaucoup plus doux, alors qu'en fait, on est à la même latitude. Et donc, c'est ça qui va faire que, eh bien, on a un climat très particulier au Svalbard. Alors, ce courant-là qui va au Québec, il vient du pôle Nord, il traverse le pôle Nord, il longe les côtes groenlandaises, si bien côté ouest que côté est. Donc, il descend, il descend, il descend, il descend, et il s'abat par là. Alors qu'ici, le courant du Golfe remonte autour de l'archipel du Svalbard. Et on remarque cette position extrêmement particulière ici dans tout l'Arctique, c'est que tout est bleu, vous voyez. Dans tout l'Arctique, on n'a que des eaux froides, sauf autour de cet archipel. On a des eaux chaudes à l'ouest, donc à peu près 4 degrés, et froides à l'est, moins 2 degrés. On me dirait, ce n'est pas beaucoup, oui, mais vu que le point de gel, c'est 0, eh bien, une petite différence autour du point de gel eh bien, apporte une grosse différence en termes de climat. Donc, on va avoir un climat beaucoup plus doux sur la côte ouest et beaucoup plus froid sur la côte est. Et c'est ça le point clé qui explique la richesse de paysages et d'animaux qu'on a là-bas, qu'on n'aura pas forcément ailleurs. Alors, on aura des animaux ailleurs, mais il y aura un petit peu moins de diversité. C'est ça, en fait, qui fait du Svalbard un des joyaux de l'Arctique. Alors, on va commencer un petit peu avec les différentes caractéristiques de ces paysages. Qu'est-ce qu'on peut trouver là-bas? Donc, pourquoi voyager au Svalbard? Eh bien, ça, c'est la raison principale. C'est parce que dans un tout petit endroit, on a un panel très ouvert, très varié de paysages et d'animaux à voir. Là, on reconnaît par exemple sur l'ouest les montagnes pointues qui sont caractéristiques de la côte ouest, avec des glaciers bien entendu. Voici ici des paysages de la côte ouest. On a de la toundra. La toundra, c'est cette végétation très basse, très rase, qui couvre eh bien, les terres polaires. Lorsque les conditions sont bonnes, les racines elles font 2-3 cm, pas plus, hein, ne peuvent pas pénétrer plus en profondeur parce que le sol est gelé. Et puis aussi, les grands arbres ne peuvent plus pousser, il n'y a plus assez d'énergie, de soleil, de lumière pour que eh bien, les arbres puissent se développer. Voici une autre image assez impressionnante de cette belle toundra très verdoyante en été. Donc l'été polaire extrêmement court. On a quelques rennes, bien sûr, qui sont là pour pâturer. Je crois que vous appelez ça des caribous chez vous. Ce sont des rennes du Svalbard ici, c'est une sous-espèce. Et puis sinon, eh bien, dès qu'on s'éloigne de ces zones de végétation, on va y retrouver des cailloux, des affleurements rocheux qui en fait sont complètement dépourvus de végétation. Donc c'est également un paradis pour les géologues. Hein. On retrouve plusieurs aires géologiques différentes en un même endroit et donc une richesse d'origine minérale qui est assez impressionnante. Voici des paysages typiques de l'été également. On voit en arrière-plan là une plaque de neige qui a fondu et donc il y a un petit peu de boue, de mollisol
avec un petit peu de végétation qui profite de la fonte de la neige en été pour croître. Et donc, c'est ça qui va être à l'origine du printemps polaire. On va avoir quelques plantes qui vont pousser, quelques fleurs qui vont éclore très très vite grâce à la fonte de la neige. Il ne pleut quasiment pas là-bas, ça fait partie des déserts, il y a extrêmement peu de précipitations. Hein. L'Arctique, c'est un désert, les définitions d'un désert, c'est très peu de précipitations, moins de 200 mm par an. Et donc, il pleut très peu, et c'est surtout grâce à la fonte de la neige que la végétation va pousser. Donc ça, ce sera peut-être vous avec nous, je l'espère, dans la toundra. On bascule vers les paysages de l'Est, on oublie les pics, on fait place à la place de ça avec par des montagnes, on remplace les pics par des montagnes plateaux couverts de neige et de glaciers permanents, de calottes polaires. Et puis ces paysages très ondulés eh bien, vont permettre d'accéder à certains monts plus facilement, comme ici on fait une randonnée. La végétation est quasiment absente. Il y a quelques fleurs de temps en temps, quelques saxifrages qui arrivent à percer au milieu des cailloux. Mais sinon, c'est extrêmement pauvre comparé à l'ouest. Ça, c'est un paysage qui, pour moi, est plus arctique, plus rude. C'est vraiment des cailloux, de la glace et de temps en temps, une bestiole qui se balade. Ça peut être un ours, ça peut être un morse qui fait coucou, et c'est tout. Ça, ce sera vous aussi avec nous à bord de nos embarcations pneumatiques. Donc, on appelle ça des Zodiacs parce que c'est la marque. On emmène jusqu'à 10 personnes. Et là, on fait une petite balade dehors sans débarquer pour bien voir les paysages. Ça peut être des animaux. Et dans ce cas-là, c'était un front de glace. Donc, il y a des milliers de glaciers au Svalbard, au Spitsberg. Ça, c'est l'un d'entre eux. Et la plupart terminent en mer, terminent au fond des fjords. Et voici à quoi ça ressemble, tout simplement un front de glace qui termine en mer. Donc on a des glaçons qui flottent de toute taille, hein, ce qu'on appelle des icebergs. Alors ils peuvent être très petits, ils sont jusqu'à des tailles moyennes. On n'a pas d'icebergs gigantesques au Svalbard. Hein. Pour voir ces icebergs gigantesques, il faut aller au Groenland, mais quand même c'est assez majestueux. Ici, on voit par exemple une cabane scientifique, un village scientifique. On va en profiter également pour parler d'histoire et vous raconter l'histoire de ces lieux. Ça, c'est une cabane qui est utilisée par un explorateur, Nordenskjöld. Ici, on a des multitudes d'oiseaux. On reconnaît des mouettes tridactyles qui se nourrissent en front de glace. Un ours, bien entendu. Un des objectifs de voyage, bien sûr, c'est de tout faire pour chercher un ours. Si on le voit, ça... c'est Dame Nature qui décide. Alors, comme je dis toujours, je n'ai jamais fait un voyage en Arctique sans voir d'ours. Si on va en voir ou pas, c'est Dame Nature qui décide. Si on va en voir beaucoup ou pas, c'est pareil. Et si on va les voir de près ou pas, eh bien c'est identique. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera tout notre possible. Moi, je fais toujours la promesse de tout faire pour les chercher. C'est à vous de faire votre petite prière pour qu'on les trouve. Et puis ensuite, suivant le comportement de l'ours, eh bien, on peut l'approcher à plus ou moins une certaine distance. On reconnaît bien entendu des morses ici, comme on voit sur l'image de gauche, quelques phoques, comme un phoque barbu ici, quelques baleines de temps en temps qui montrent leur dos ou leur nageoire caudale. Alors, il n'y a pas de bœuf musqué au Svalbard, il n'y a pas de lièvre arctique, il n'y a pas de loup. Tout ça, c'est au Groenland, par exemple. On reconnaît encore ici les caribous, donc le renne du Svalbard. Vous voyez qu'il est un petit peu plus court sur pattes, un peu plus trapu, puisqu'il vient un peu plus au nord, il s'est adapté au froid. Et le renard polaire, donc ici, un renard bleu. En fait, il n'est pas bleu, il a des colorations un peu bleues. Il est foncé toute l'année. C'est une minorité qui est comme ça. Et celui-là, en fait, il est blanc, déjà prêt pour l'hiver. Donc, il va muer, il va devenir plutôt brun crème en été. Ça, ce sont des photos faites que vous pouvez faire, mais il faut être un bon photographe, c'est-à-dire être très rapide, prêt et avoir du bon matériel. On ne fait pas ça avec son téléphone portable, bien entendu. Ici à gauche, on voit le navire Ocean Nova qui transporte 70 passagers. J'ai passé à peu près 10 mois de ma vie à bord de ce bateau. Les personnes à bord, c'est comme une deuxième famille, je dirais. Ici, on a un paysage fait de banquises morcelées. Donc, vous voyez, c'est tout plat jusqu'à l'horizon. Là, on est dans le Grand Nord. On a quitté les côtes.
on est dans l'océan Arctique, entouré par de la glace à perte de vue. Et le navire, en fait, se fraye un chemin au milieu de glace, ou sinon pousse les plaques de glace bien pour l'expérience des passagers, pour essayer de trouver des animaux. Ici, on reconnaît les paysages de l'été. Donc, on a la toundra, avec ici une cabane de trappeurs. Et ici, on reconnaît les paysages de l'ouest, avec ces montagnes pointues, une falaise à oiseaux, et en bas, eh bien, la toundra qui pousse grâce aux fientes des oiseaux, avec ici le navire pendant que vous êtes à terre en train de gambader. Alors, quelle saison voyager? Vous voyez là, c'est tout blanc. Donc, ça correspond au paysage, je dirais, du printemps. Nous n'y allons pas en hiver parce qu'au mois de décembre, janvier, il fait tout noir, il fait très froid, il va faire noir 24 heures par jour. Donc, il n'y a pas grand-chose à voir. Ensuite, on a la saison des aurores. Ensuite, on a la saison des chiens de traîneau, du ski qui commence en avril-mai, du ski d'eau. Et moi, ce que je préfère, c'est l'été, c'est mon travail, y aller en été, parce que c'est pendant l'été, qu'on a tous les animaux qui viennent. C'est là où on a le printemps qui apparaît avec des milliers de bernaches, de merdules, de guillemots qui viennent s'installer pour nicher. S'il y a des oiseaux qui nichent, il y aura des renards qui vont être là pour essayer de manger les œufs, d'attraper quelques poussins. S'il y a des oiseaux, il va y avoir des fientes, donc la toundra va pousser, donc il va y avoir des rennes qui vont être là pour pâturer, qui vont redescendre des collines qui étaient enneigées. Donc en fait, on commence comme ça un petit écosystème qui va faire que la densité d'animaux va être assez importante. On a également les côtes qui commencent à se libérer des glaces, on peut naviguer un peu plus. Donc l'été, il va commencer en mai, il va aller jusqu'en septembre-octobre, on va dire. Donc en mai-juin, ça va être le printemps. Ensuite, le cœur de l'été, ça va être au mois de juillet. Au mois d'août, déjà, l'automne va commencer. Et puis en septembre, c'est l'automne. La toundra a pris la couleur des feuilles d'automne, donc rouge, brun. Alors, voici les conditions des glaces. C'est une carte météo très récente, hein, date de 3-4 jours. Alors, on reconnaît l'archipel ici en gris du Svalbard pris dans les glaces. Ça, c'est le Groenland et ça, c'est le nord de l'Europe. En blanc, c'est l'eau, c'est l'océan. Et en rouge, c'est l'océan couvert de plaques de banquise, couvert de glace de mer, c'est le synonyme. Donc en rouge, c'est 100% de banquise, 100% de glace. On ne voit pas l'eau. Et donc, on ne peut pas y naviguer. Il faut un brise-glace extrêmement puissant. Je parle de dizaines de milliers de chevaux. Donc, en général, on met quelque chose qui a un peu plus de patates que du gasoil. Hein. On met de l'uranium pour les brise-glaces les plus puissants du monde. Et puis, ça veut dire que pour nous, eh bien, pendant cette période, on ne peut aller que ici sur la côte ouest. Donc les voyages du mois de mai, de début juin, ça va être surtout sur la côte ouest, qui plus est libre de glace toute l'année, sauf au fond des fjords. Mais toute l'année ici, c'est libre de glace, encore une fois, à cause ou grâce au courant du Golfe qui ici remonte. Tandis que le courant transpolaire qui traverse l'Arctique, lui, redescend. Et il amène toute cette glace-là le long des côtes du Groenland et emprisonne littéralement le Groenland dans les glaces. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On va avancer dans un mois, au mois de juin, la mi-juin. Comme je ne suis pas devin, j'ai téléchargé les cartes de la mi-juin de l'an passé, donc de 2020. Et voici comment ça évolue. On voit déjà ici que le Groenland est libre des glaces par le sud. L'été, ici, au sud du Groenland, commence à pointer le bout de son nez. Ici, le sud-est du Svalbard également libre de glace. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut s'aventurer un peu plus avec le navire, aller un peu plus loin. Ça, c'est au mois de juillet. Donc, au mois de juillet, vous voyez, on peut presque faire le tour, pas encore. Là, c'est encore bloqué. On a beaucoup plus d'options qui sont disponibles. Moins de glace autour de l'archipel. Donc, si on veut voir de la banquise, il faut aller plus loin. Ça dépend des objectifs. On essaye toujours de voir la banquise de toute façon durant un voyage. Et il faut prendre également en considération que les conditions de glace sont imprédictibles. Vous ne pouvez pas dire, dans cette année, là en 2021 ou en 2022, tel mois, tel jour, les conditions de glace seront comme ça. Ce n'est pas possible, personne au monde ne peut le faire. Donc, ça explique pourquoi, dans les catalogues que vous voyez, en général, au début de la saison, les voyages se contentent d'aller sur la côte ouest. Et au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, on va aller de plus en plus loin. Maintenant, la grande question est à partir de quelle date précisément on peut faire le tour de tout l'archipel.
En général, au mois d'août, eh bien, on peut faire tout le tour de l'archipel en navire. C'est pour ça que les circonnavigations de l'archipel, en général, sont proposées un peu plus tard. Maintenant, c'est complètement imprédictible parce qu'on ne peut pas savoir la date précise à laquelle ça va se passer. Je prends l'exemple d'il y a 3 ans, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus bien à quelle année, mais déjà, fin juin, on avait 7 situations de glace autour de l'archipel, ce qui était extrêmement impressionnant. Au mois de juin, à la fin juin, il n'y avait plus du tout de glace autour des îles du Spitzberg, du Svalbard. Donc ça, c'est bien à prendre en tête. Donc voici à quoi ressemblent les paysages au mois de mai, début juin. Donc on a beaucoup de neige, on va marcher dans 50 cm de neige. Là, on voit les côtes. Ici, ça c'est la mer gelée, donc on peut marcher un petit peu sur la mer gelée dans les fjords. Et puis tout ça, bien, ça va commencer à fondre. Vous voyez là qu'il n'y a plus de banquise au sein des fjords. Il reste quelques plaques ici, collées encore à la côte, aux îles. On n'a plus que de la neige dessus et les glaciers qui sont là. Et au fur et à mesure que ça fond, voilà les paysages dont on a à disposition. Donc le mois de juin, c'est la période où en 3 semaines, la neige va fondre et puis les fleurs vont commencer à bourgeonner. Les bourgeons ont commencé à faire les fleurs. Ici, on reconnaît la baie du 14 juillet. Et ici également, on est pas loin de Longyearbyen, donc dans l'Isfjord. On reconnaît ici quelques falaises. Alors, quel bateau choisir? On a l'embarras du choix aujourd'hui. Bien sûr, Ocean Nova que j'ai dans mon cœur. Et là, on a 2 navires. Alors, à gauche, c'est une photo prise avec un drone. Et à droite, ce sont des photos en situation, puisque ce sont des images de synthèse. Donc, c'est des photos des bateaux qui ont été découpés et mises sur les paysages. Ce sont des navires qui sont actuellement en état d'aménagement, où ils ont été achetés, et puis on les transforme petit à petit en navires de passagers. Ils sont tous deux extrêmement forts dans la glace. Regardez ici, on a la capacité d'avance de la glace, donc 1B. Le navire l'Explorer, lui, de classe 1A. 1A, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que si vous avez une capacité de glace juste supérieure, vous êtes un vrai brise-glace. Donc, 1A, c'est extrêmement fort. 1B, je vais dire que pour vous, vous n'allez pas voir la différence. Il faut être un commandant de navire pour sentir la différence, ou il faut avoir fait beaucoup de voyages différents pour sentir la différence dans la glace. Ce sont des petits navires de 12 passagers, donc encore plus flexibles que l'Ocean Nova. Ils sont également rapides. Regardez ici le Nanook, il va de 11 à 12 nœuds, voire une vitesse maximum de 16 nœuds. Donc, ça n'a rien à envier aux plus grands navires. Donc, c'est assez impressionnant. Et puis, puisque ce sont des navires qui actuellement sont acquis en train d'être agencés, eh bien, vous aurez le meilleur confort qu'on puisse avoir à bord. Donc, il y en a même qui ont ajouté des jacuzzis, des saunas, des trucs. Oui, Denise? Oui? Ton clavier, je m'excuse, je ne savais pas que mon micro était ouvert. Désolée. Ah oui, pas de problème. Ensuite, pourquoi donc voyager avec nous? Donc, comme effectivement l'avait précisé Nathalie, on navigue sur des petits bateaux. Alors, c'est extrêmement important. Moi, je suis chef d'expédition, c'est mon métier. Donc, j'organise des voyages à bord de ces navires en milieu polaire où il n'y a pas d'itinéraire. On ne va pas créer un itinéraire. Quand je dis il n'y a pas d'itinéraire, il n'y a pas d'itinéraire précis avec tel jour, à telle heure, on va faire ça. Le lendemain, tel jour, à telle heure, on sera là. Donc, en fait, on fixe des objectifs. C'est d'atteindre, par exemple, un certain endroit de l'archipel ou des animaux, etc. Moi, je dis des objectifs pour chaque voyage, c'est essayer de voir le plus d'animaux possible, le plus près possible. C'est aller là où il fait beau et éviter le mauvais temps. C'est extrêmement important, justement, pour avoir une bonne vision au dehors et puis pouvoir observer et repérer des animaux à 3, 4, 5, 6, 7 km de distance. Il y a même des records par des amis guides qui ont repéré un ours à 10 km. Je ne sais pas à quoi ça ressemble un ours à 10 km dans les jumelles, mais c'est tout petit, ça c'est sûr. Donc ça, c'est important, c'est le fait que le voyage est créé au jour le jour. Donc ça, c'est mon métier. Et j'ai fait ça sur des navires avec 5 passagers, avec 10, avec 70, avec 100, 115, 200 et 220 passagers. Et je vous dis qu'on ne fait pas la même chose avec 10
70 passagers qu'on fait avec 200 ou 300. Hein. Il y a une inertie qui est extrêmement grande. Là, on sort du bateau, c'est quelque chose à voir en quelques minutes. On rentre en quelques minutes, donc ça change toute l'expérience. C'est assez sympa. Et également, quand le navire est plus petit, vous êtes plus près de vos guides. Moi, plus le navire est petit, plus je peux établir une connexion avec vous, me rappeler de vos prénoms, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, où vous voulez aller. Et plus ça devient gros, et plus cette dynamique, bien entendu, est ralentie. Alors, voici un petit peu les tailles des navires. Donc, on voit que les deux petits navires ne sont pas tellement petits que ça. Pour 12 passagers, vous aurez le meilleur ratio entre espace disponible et guide à disposition. Il y aura 2 guides ici à bord de ces navires. Donc, ça fait un guide pour 6 passagers, ce qui est super sympa. Voici le genre d'expérience qu'on peut avoir lorsqu'on vous amène au plus près de la faune. Donc, je vous dis attention à ne pas mettre vos attentes et la barre trop haute. Hein. Donc, ça, c'est une situation que j'ai vécue. J'étais là dans ces conditions. Je ne sais plus si c'est moi qui ai pris la photo ou pas, peu importe. Donc, quand les conditions sont bonnes, voici eh bien, l'expérience qu'on peut offrir. Si ça arrive ou pas, ça, c'est Dame Nature qui décide. Voici ici mes collègues guides. On reconnaît Anaïde, donc, qui est passionnée de toutes les petites bébêtes qui vivent dans l'eau. Elle a un doctorat à ce sujet en biologie marine. Ça, c'est Rémi, qui est guide professionnel, également guide de plongée. Il est guide en milieu polaire. Et voici ici Élodie, qui est géologue. Elle connaît tout sur les cailloux. C'est un sujet assez noir pour moi parce que je n'ai pas étudié cette chose. Je connais beaucoup de choses. La géologie, c'est vraiment, si on n'a pas étudié sur les bancs d'université, c'est assez difficile à comprendre. Donc, chacun a sa spécialité qui fait partager. Et en dehors de sa spécialité, bien sûr, on peut répondre à d'autres questions générales sans forcément entrer dans le micro-détail. Voici l'équipe de guides et de collègues. On reconnaît Christophe ici, Alain, Bruno et compagnie. Alors, une journée en croisière expédition, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est quoi une croisière expédition? Bon, c'est une croisière parce qu'on est à bord d'un bateau. L'expédition, c'est le fait que vous êtes pris en charge de A à Z. C'est-à-dire que l'endroit où vous êtes, ce que vous faites, ce que vous mangez, tout est pris en charge, premièrement. Même votre sécurité. Et puis, c'est l'aspect d'improvisation. Donc, encore une fois, comment on crée le voyage? On regarde la carte météo, on regarde la carte des glaces, on se dit, bon, on a fait ça et ça hier, qu'est-ce qu'on peut faire demain, sachant qu'on a telle option disponible dans le coin. Voilà comment ça se passe. Donc, on a une vision, je vais dire, à 24 heures. 48 heures, on a une idée, 3 jours, c'est le futur lointain. Donc vous êtes réveillé en général le matin par le chef d'expédition, qu'il soit muni d'une casquette ou pas, et avec sa douce, voilà, oui, il va vous dire, voilà, on est dans tel endroit, les conditions météo sont comme ci, comme ça, on est entouré par un glacier, par de la terre, peu importe, et notre objectif pour la matinée, ça va être de faire ça ou ça ou ça. Et peut-être que vers 10 heures, on sortira, sinon on verra ce qui se passe. Et en attendant, pourquoi pas donner une conférence sur les glaces. Voilà comment ça se passe. Et l'après-midi, ça va être pareil. Et on continue sur ce rythme. Le soir, on aime bien se rencontrer tous ensemble pour un moment, ce qu'on appelle récap. Alors le récap, c'est quoi? C'est le moment où on se réunit tous pour parler de tout ce qu'on a fait pendant la journée. Voici à quoi ressemble l'intérieur de l'Ocean Nova. Donc, c'est un navire qui n'est plus tout neuf. Il a été construit pour être un navire côtier au Groenland. Donc, ils en ont construit 3 identiques. Il y en a un autre qui est toujours là-bas, en train de ravitailler, mais il va sur la côte ouest de village en village. Et puis, celui-là, on l'a transformé en navire de passagers. On a ôté tous les ateliers, puis les aires de transport, de stockage pour en faire des cabines. Et donc, c'est un navire qui est vraiment très fort dans la glace. Et donc qui est fait également pour sortir vite et bien et rentrer vite et bien au navire. Là, on voit une image d'un bateau qui va accoster sur la côte, qui va recevoir les passagers. On va faire des petits groupes pour adapter le niveau de l'activité bien à vous. Donc, on va vous dire, voilà, on va faire une petite balade, on va rester sur la plage, il y aura une grande balade qui va monter à 300 mètres d'altitude pour faire une randonnée.
et en fait, c'est à vous de choisir votre activité. Et là, on a une petite observation depuis la côte de quelques morses. Donc ça, c'est l'instant récap du soir. Donc, c'est le moment, comme je disais, on se remémore tous ensemble ce qu'on a vu pendant la journée. C'est l'occasion de rappeler des points scientifiques, des points historiques. C'est l'occasion d'échanger tous ensemble, de poser des questions, de répondre aux questions. Et c'est l'occasion également pour le chef d'expédition de présenter l'idée de la journée qui va suivre. Merci Jonathan pour cette belle présentation. C'est toujours plaisir de travailler avec vous tous. Alors, très belle présentation, ça donne le goût. Et n'oubliez pas, on va vous donner le goût pour les prochaines présentations avec l'Antarctique le 9 juin à 10h et le 23 juin avec Monsieur Christian Kemp, le propriétaire de l'entreprise sur le Groenland. Alors, le 9 juin avec Christian Génillard, l'Antarctique, et 23 juin, Christian Kemp sur le Groenland. Alors, merci à tous et à bientôt.